L'élevage est accusé d'avoir de graves répercussions sur l'environnement mondial. Le grand public ignore souvent que ce sont les animaux élevés au pâturage qui sont tenus pour responsables des pires impacts et que les mesures d'atténuation impliquent souvent l'abandon des systèmes pastoraux. Cependant, cette affirmation est contradictoire avec l'existence des ruminants élevés au pâturage tout au long de l'histoire et avec les preuves de l'accélération des impacts depuis la révolution industrielle. Nous analysons ici les interprétations et arguments existants concernant la biodiversité, le carbone du sol et l'albédo, la concurrence d'utilisation des sols et d'utilisation de l'eau et les émissions de gaz à effet de serre. Biodiversité. Les méga-herbivores étaient présents sur tous les continents, se déplaçant constamment à la recherche de nouveaux pâturages. Les herbivores sauvages ou les animaux d'élevage transhumants ou gérés en rotation ont des effets similaires sur le paysage. Contrairement à ce qui se dit aujourd'hui, les paysages naturels et très riches en biodiversité étaient complexes, avec des arbres, des arbustes et beaucoup d'herbes. Lorsque les méga-herbivores ont disparu, les chasseurs-cueilleurs et puis les éleveurs ont maintenu des paysages ouverts, empêchant ainsi l'extinction de nombreuses plantes qui ne supportent pas l'ombre et doivent pousser au soleil. La perte de pâturage et l'abandon de l'élevage mobile expliquent en partie la crise actuelle des pollinisateurs en Europe. Lorsque le bétail effectue des rotations et ne brute pas en permanence, il laisse de nombreuses fleurs non mangées, qui nourrissent des populations plus importantes de pollinisateurs. Plus tard, lorsque ces herbivores mangent les mêmes plantes mais avec des graines, ils dispersent des milliers de graines par jour. Ces deux processus maintiennent des niveaux sains d'échange génétique dans les plantes et empêchent la consanguinité. D'une autre part, l'élevage extensif a pu coexister pendant des millénaires avec la grande faune sauvage en Afrique. Et ce n'est qu'au cours des dernières décennies que la pauvreté et les inégalités, le trafic illégal d'espaces protégés et la fragmentation de l'habitat ont poussé de nombreuses espèces sauvages au bord de l'extinction. Carbone du sol et albédo. Nous savons maintenant que les écosystèmes sont en équilibre dynamique. Soumis à des perturbations périodiques, soit l'herbivorie, soit le feu, soit les deux, qui ouvrent les forêts et permettent d'atteindre des niveaux élevés de biodiversité. Les paysages naturels qui en résultent sont dominés par des savanes, des parcs et d'autres paysages complexes avec des arbres, des arbustes et beaucoup d'herbes. Dans la conception des stratégies de lutte contre le changement climatique, la reforestation est présentée comme l'arme la plus puissante. Mais les arbres stockent la plupart de leur carbone dans le tronc, les feuilles et les branches, des parties qui sont très sensibles au feu. Il a été démontré que la reforestation au détriment des parcours n'était pas une bonne idée. Même par rapport aux forêts spontanées, les parcours peuvent également stocker beaucoup de carbone avec l'avantage qu'il est stocké dans le sol sous forme plus stable, puisque la quasi-totalité est souterraine. La disparition des herbivores conduit à l'invasion par des arbustes des écosystèmes ouverts. Dans les zones couvertes de neige, la quantité de rayonnement solaire absorbé peut augmenter particulièrement fortement, ce que l'on appelle une perte d'albédo. Le paysage s'assombrit avec les arbres et la couche de neige entre eux s'épaissit en hiver parce qu'il n'y a pas d'herbivores pour la piétiner ou la creuser. Cette épaisse couche de neige isole le sol des grands froids de l'hiver. Le permafrost n'est alors pas assez froid pour résister à la chaleur de l'été et peut libérer d'énormes quantités de méthane en fondant. Cela aggraverait considérablement le changement climatique, surtout si cela déclenche la libération du méthane piégé dans le pergélisol arctique. Concurrence pour l'utilisation des terres. Les statistiques internationales montrent que les animaux d'élevage broutent jusqu'à 70% des terres agricoles. Ceci est souvent interprété comme une utilisation concurrente de l'alimentation à base de plantes. Cependant, les ruminants en pâturage broutent d'abord des terres qui ne sont pas cultivées. De plus, lorsqu'ils utilisent des terres arables, ils n'entrent généralement pas en concurrence avec les cultures. Car en été, ils se trouvent dans les montagnes, et en hiver, ils mangent des résidus de cultures qui ne sont pas vraiment destinés à la consommation humaine. Les animaux d'élevage fertilisent également le sol de manière organique pour la prochaine récolte. La même logique s'applique dans les systèmes tropicaux
où les zones les plus sèches sont pâturées pendant la saison humide, tandis que les chaumes des zones plus pluvieuses sont pâturées pendant les saisons sèches. Si cela disparaît, il faudrait étendre les cultures dans les paysages pour obtenir la nourriture qu'ils produisent. Cela entraînera la transformation des terres précédemment pâturées de la même manière que le ferait un herbivore sauvage, ainsi qu'une utilisation accrue d'engrais synthétiques qui génèrent à leur tour davantage de CO2 fossile et peuvent polluer l'eau. Utilisation de l'eau. On dit que pour produire 1 kg de bœuf ou d'agneau, il faut une énorme quantité d'eau. Mais il est omis que toutes les utilisations de l'eau n'ont pas le même impact environnemental sur la source eau. L'eau de pluie, appelée eau verte, n'est pas la même que l'eau des rivières et des lacs, appelée eau bleue, qui est une ressource en eau limitée et précieuse. Il ne s'agit pas non plus de l'eau qui est polluée lors de la production et qui est déversée dans les rivières et les lacs, les polluant ainsi ce que l'on appelle les eaux grises. L'empreinte hybride amalgamée suppose en outre que l'eau a la même importance dans les endroits humides et secs. En d'autres termes, elle ne permet pas de comprendre s'il existe une concurrence avec la consommation humaine. Ce n'est pas la même chose de produire 1 kg de nourriture, que ce soit de la viande ou des cultures, dans un système océanique avec des précipitations constantes, que dans une zone aride. Les troupeaux nourris à l'herbe utilisent très peu d'eau provenant des rivières. Rappelez-vous, ils n'utilisent pratiquement pas d'eau bleue et pratiquement pas d'eau sale. La majeure partie de leur empreinte hydrique est constituée d'eau de pluie. Leur impact environnemental sur l'eau est donc très similaire à celui des herbivores sauvages. La production de tout autre aliment à grande échelle a généralement une empreinte sur l'eau de pluie moins importante que la production de viande de ruminants. Mais il utilise une quantité similaire d'eau de rivière. En outre, il pollue davantage l'eau en raison des engrais chimiques utilisés dans sa production, ce qui augmente son impact sur les eaux grises. Dans les productions très extensives comme la transhumance, on sait que la consommation d'eau bleue et la production d'eau grise sont réduites au minimum. Émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on dit que les animaux d'élevage sont responsables de 14,5% des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, on ne tient pas compte du niveau de fond naturel. Le méthane, qui prend le plus de blâme climatique pour les ruminants, est un gaz atmosphérique à courte durée de vie, dont le rôle dans le réchauffement de la planète est encore exagéré par les méthodes comptables actuelles. Le méthane provenant des ruminants fait partie du cycle naturel du carbone. Lorsqu'un ruminant mange de l'herbe et rôde du méthane, celui-ci reste dans l'atmosphère pendant environ 10 ans, piégeant ainsi beaucoup plus de chaleur que le CO2 dans l'atmosphère. Après ces années, le méthane est transformé en CO2 biogène, neutre pour le climat, qui est fixé par les plantes par photosynthèse, fermant ainsi le cycle naturel du carbone. Le méthane émis par les ruminants n'ajoute pas de carbone supplémentaire à l'atmosphère, mais il est réchauffant pendant les 10 premières années. C'est pourquoi il est important de le réduire. L'impact climatique du méthane biogénique, produit par les herbivores, qu'il s'agisse des animaux d'élevage ou de la faune sauvage, est annulé après une dizaine d'années. En parallèle, le CO2 provenant des combustibles fossiles libère du nouveau carbone dans l'atmosphère et ce CO2 reste pendant des centaines, voire des milliers d'années, surchargeant le cycle naturel du carbone et provoquant une grande partie du réchauffement climatique actuel. Selon le 6e rapport du GIEC, il est clair que le réchauffement de ces dernières décennies est principalement dû aux émissions de CO2 et pas tellement au méthane ou à d'autres gaz à effet de serre. D'un point de vue conceptuel, le méthane dans l'atmosphère est comme l'eau dans une baignoire avec un très grand évier. Il ne s'accumule dans l'atmosphère que si nous augmentons les émissions de méthane. C'est ce qui se passe actuellement, mais on ne sait pas si cela est dû à l'augmentation des émissions des marécages, si dû à la fonte du pergélisol, à la production de davantage de gaz fossiles, à l'augmentation des émissions provenant des décharges ou à l'intensification de l'agriculture. Selon une étude récente,
Le taux de croissance élevé du méthane en 2020 peut s'expliquer par une baisse des puits atmosphériques de méthane et par une augmentation des émissions des marécages. La baignoire de CO2 a un évier beaucoup plus petit. C'est pourquoi le CO2 déborde de la baignoire et ne cessera d'augmenter tant que nos émissions de CO2 fossiles ne seront pas proches de zéro. L'une des options proposées pour stabiliser le climat est de réduire le méthane. Mais si nous supprimons les ruminants qui pèsent ou les préfauchés dont ils se nourrissent, leur niche écologique sera en partie remplie par des herbivores sauvages qui, combinés à des incendies plus fréquents, pourraient émettre une grande quantité de méthane avec un impact notable sur la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le pâturage, étant donné ses similitudes avec l'herbivorie naturelle, est un élément très important des processus naturels des écosystèmes. On dit que le potentiel productif du pâturage extensif des animaux d'élevage serait très limité car les populations naturelles d'herbivores sont beaucoup plus petites que la biomasse actuelle en élevage. Mais de nouvelles recherches suggèrent que le nombre potentiel d'herbivores pouvant s'intégrer dans les écosystèmes, qu'ils soient domestiques ou sauvages, est bien plus élevé. Cela impliquerait que le pastoralisme joue un rôle essentiel dans la satisfaction d'un grand nombre de nos besoins nutritionnels. Nous pouvons affirmer ouvertement que l'élevage plus durable ne constitue pas tant une partie du problème qu'une grande partie de la solution.